D'accord, moi je fais un clap 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonjour Jacques Attali, merci d'avoir Bonjour. accepté d'être le premier invité de cette petite expérience que nous espérons fructueuse par la suite, d'inviter des personnes à nous parler de la situation actuelle. Ça s'appelle PJ TV, on ne veut pas être trop sérieux. Jacques Attali, vous êtes quelqu'un qui se caractérise par sa conscience du temps qui passe. Et je sais que vous avez une très très belle collection de sabliers. Tous vos livres sont d'une certaine manière des livres d'histoire. Vous avez certains livres, vos livres sont des biographies comme celle de Marx ou de Sigmund Warburg, mais tous vos autres livres sont des livres qui parlent à la fois du passé, du présent et de l'avenir. Et vous avez une façon très particulière de parler du présent. Vous insistez toujours sur le poids énorme, les inerties qui sont inscrites dans l'histoire, et vous soulignez toujours que l'avenir, le futur qui se déroule, qui vient vers nous, c'est un futur vis-à-vis duquel nous avons des responsabilités. Vous insistez toujours sur la nécessité, chaque fois que nous émettons une opinion, d'impliquer les générations à venir déjà dans les décisions à prendre. Alors, nous sommes dans une situation tout à fait particulière. Dans cette perspective historique que vous présentez toujours d'une certaine manière, qui donne au présent une solennité que la plupart d'entre nous ne donnons pas. Nous sommes en général, nous considérons le présent dans une espèce de routine, mais chez vous, non. Vous mettez toujours d'abord le passé, un passé considérable en scène, et ensuite, vous nous parlez des responsabilités que nous avons envers le futur. Quelle est la caractéristique de ces jours très particuliers que nous vivons en ce moment? Ils sont paroxystiques dans toutes ces dimensions. D'abord, si le présent a tant d'importance, c'est simplement parce que nous sommes vivants là. Et donc rien n'est plus important que la période où nous vivons, en tout cas pour ceux qui sont vivants aujourd'hui. Ensuite, la période que nous vivons aujourd'hui nous ramène à essayer de comprendre d'abord comment on a vécu dans le passé des expériences du même genre. Des épidémies, il y en a eu beaucoup dans l'histoire humaine. Et ça nous amène à penser qu'est-ce qu'on va faire pour l'avenir, d'autant plus qu'on se rend compte que si on avait pris des précautions, si on avait écouté ceux assez nombreux qui, à 10 ans, 15 ans, avaient dit qu'une telle pandémie était possible, on aurait aujourd'hui non seulement les moyens de se protéger, comme les masques ou les respirateurs, mais on aurait peut-être déjà trouvé de vaccins et de médicaments qui nous manquent. Donc, on a pris, pour gérer le présent, il est très important. Il eût été essentiel dans le passé d'avoir tenu compte de l'avenir. La deuxième chose que cette situation nous révèle, c'est que dans le passé, on n'a jamais jusqu'à présent fait passer la vie avant l'économie. Jamais. Donc, on a laissé les hommes mourir dans la crise et on a continué en disant que c'était normal et qu'on n'avait pas de raison de s'y opposer. Et là, pour la première fois, vraiment, on a décidé de débrancher l'économie. La crise est une crise volontaire, lucide, consciente, peut-être liée à la panique ou à un certain nombre de mécanismes de décision très particuliers, où partout dans le monde, d'ailleurs en commençant par la Chine, même si la Chine caché, on a décidé que la vie était plus importante que le fonctionnement de l'économie. On aurait pu décider le contraire. On aurait pu dire, comme certains le font d'ailleurs, ou ont tenté de le faire, en Angleterre, en Suède, aux États-Unis, de dire, mais non, passons, il y aura des morts, mais ça fait partie de la nature humaine, et puis après tout, les jeunes ne sont pas touchés, il n'y a que les gens qui sont presque déjà condamnés à mort et qui n'ont plus que très peu de vies qui sont menacées. C'est pas ce que je pense, hein, c'est ce que beaucoup de gens peuvent dire. On aurait pu faire ce choix. On l'a pas fait. Et c'est très intéressant. Pour la première fois, on a fait passer la vie avant l'économie. Est-ce que ça va être quelque chose de durable? Je ne sais pas. Il est possible que dans 15 jours, 3 semaines, sortant de cette sidération à laquelle nous avons assisté, on se dise, enfin beaucoup de gens se disent, écoutez, non, tout ça, il y a beaucoup de morts physique, c'est vrai, mais il y aura beaucoup de morts économiques, il y aura beaucoup de gens qui vont mourir du chômage et des maladies liées aux problèmes sociaux. En gérant cette crise comme ça, on aggrave les inégalités. Et je n'exclus pas
qu'on assiste à un retour de la vie d'une autre façon. C'est-à-dire, ce n'est pas la vie confinée qu'on veut protéger, mais la vie au sens de l'animation, la vie animée, au risque et en prenant des risques. Et c'est la question qui est derrière tout ça, c'est quel risque est-on prêt à prendre? Cette crise nous montre que dans une société qui est mondiale, qui est très largement dominée par les personnes âgées, qui ont le pouvoir, dans pays comme les États-Unis, l'Europe ou la Chine, eh bien, les personnes âgées imposent ce qui est bon pour eux, c'est-à-dire d'arrêter l'économie. Est-ce que les personnes âgées vont garder le pouvoir assez longtemps pour que ce soit le cas, ou est-ce que ça va changer? Je ne sais pas. En tout cas, on peut espérer de bonnes choses de tout ça, au-delà de cette crise. Oui, pour ce qui est de la préparation, c'est Keynes, quand il écrivait sa thèse de probabilité, qui faisait la distinction entre le probable, les choses, nous savons qu'elles vont se produire et pour lesquelles nous avons développé à partir de la Renaissance un certain calcul des probabilités, et l'incertain, pour lequel nous ne pouvons rien savoir. Pour l'incertain, disait-il, aucun calcul ne se justifie, nous ne sommes pas préparés. Est-ce qu'il y aurait, dans des circonstances aussi exceptionnelles que celles-ci, qui sont probables parce qu'on sait qu'il y a des épidémies, est-ce qu'on pouvait se préparer mieux qu'on ne l'a fait? Oui, mais c'est tout le problème du calcul de probabilité où, quand un événement est très peu probable, on oublie de calculer le coût qu'il représente s'il se réalise. Parce que si vous avez un événement très probable mais qui ne coûte pas grand-chose, dans ce cas-là, on ne le prépare pas. Mais si vous avez un événement très peu probable, mais qui coûte énormément, on oublie de voir qu'il va coûter énormément. Et on ne fait pas le calcul simple de la multiplication du risque par la probabilité d'occurrence. Si on avait fait ce calcul de l'ampleur par la probabilité d'occurrence, l'ampleur est si grande que la faiblesse de la probabilité d'occurrence n'aurait pas empêché de voir qu'il y avait des choses à faire, qu'on avait fait d'ailleurs dans des crises antérieures et qu'on aurait pu faire. Se préparer décemment à cette crise, ça aurait coûté au moins 1000 fois moins que ce que cette crise va nous coûter. Oui, effectivement. On voit, ça ne date pas de la crise elle-même, on l'a vu se dessiner à propos du climato-sceptisme. On voit dans l'opinion, et c'est à l'échelle internationale, je ne parle pas de pays comme la Chine, mais je veux dire l'Occident, on voit se dessiner deux camps dans lesquels on a d'un côté, je dirais, les gens plutôt de gauche et les scientifiques, et de l'autre côté, la droite et l'extrême droite qui tiennent un discours anti-scientifique. Il y a quelque chose qui me paraît à moi paradoxal et tout à fait, je dirais, peu adaptatif du point de vue de l'espèce, c'est d'adopter une position qui nie la réalité, un discours de déni. Comment expliquez-vous cette apparition d'une extrême droite négationniste qui s'expose et qui expose les autres à un danger considérable? Vous savez, Paul, je trouve que les idéologies sont très brouillées en ce moment. Vous avez des tas de gens qui disent n'importe quoi, aussi bien à gauche qu'à droite. Vous avez des tas de gens qui disent que tel médicament est bon sans l'avoir vérifié, qui se prennent pour des médecins ou des stratèges épidémiologistes dans les divers camps. Mais c'est vrai qu'il y a ça renvoie aussi au fait que pour beaucoup, et à l'extrême droite en particulier, ce qui compte, c'est de ramener au problème qui est le plus important pour eux. Par exemple, de la bonne façon, on voit les écologistes dire écoutez, c'est important cette épidémie, mais c'est moins important que le climat. Alors ceux qui sont plus intelligents et plus sophistiqués disent à juste titre ce qu'on n'a pas su prévoir pour l'épidémie, prévoyons-le pour le climat. Il y a aujourd'hui l'évidence, encore à l'heure où nous parlons, d'une température excessive. Ce qui nous arrive sur l'épidémie va nous arriver sur le climat dans 20 ans, dans 30 ans. On ne pourra plus dire qu'on n'a pas été prévenu, donc il faut le faire maintenant pour tenir compte, c'est ce que j'appelle l'économie positive, de ce qu'on aurait dû prévoir aussi pour l'épidémie. Et de l'autre côté, il y a des gens qui disent ce qui compte, c'est mon idéologie, et je vais essayer de ramener tout ça à mon idéologie. Mon idéologie dit quoi? Elle dit que les autres sont une menace, l'étranger est un ennemi, l'ouverture des frontières est une catastrophe, le monde est dangereux, fermons-nous. Donc,
c'est la célèbre phrase de Woody Allen. Ma réponse est non, mais j'ai complètement oublié votre question. Ils en sont à dire ma réponse, c'est la fermeture, peu importe le problème. Et donc, ils se ramènent au problème, ils ramènent tout à leur propre Weltanschauung, vision du monde. J'ai mentionné votre intérêt pour l'histoire, mais dans une perspective à la Braudel, comme vous dites, et un Belge ne peut s'empêcher de mentionner aussi Henri Pirenne, vous conjoignez toujours l'histoire et la géographie. Et vous avez en particulier proposé cette histoire du monde en termes de cœur, de villes qui sont au centre des choses. Et quand j'ai lu votre livre, je crois que c'était en 2006 qui parlait de ça, j'habitais à Los Angeles et vous mentionniez comme le cœur de l'époque, vous mentionnez précisément Los Angeles. Où en est-on de ce point de vue-là? Est-ce que Los Angeles est encore le cœur du monde du point de vue de ce qui s'y passe? Et sinon, est-il en train de se déplacer ou bien est-il déjà depuis un certain temps ailleurs qu'à Los Angeles? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Je vais vous donner quand même l'élément de ma réponse. D'abord, j'ai repris la thèse de Braudel, de Pirenne et de Wallerstein, qui avaient, eux, développé l'idée des cœurs en se limitant à la fin du 19e siècle. Ils s'arrêtaient là. Et la thèse, c'était dans l'ordre, les cœurs étaient, je le rappelle, Bruges, Venise, Anvers, Gênes, Amsterdam, Londres, et je l'ai prolongé pour ma part, au-delà de Londres, à Boston, New York et la côte californienne. Los Angeles et la côte californienne. La question est de savoir aujourd'hui si ça va rester du côté du Pacifique américain, si ça va basculer de l'autre côté, ou si on n'entre pas dans autre chose. Mon pronostic personnel reste le même que celui que j'avais émis dans ce livre, à savoir qu'il y a un lent mouvement qui est en marche, mais qui n'est pas un remplacement du cœur actuel par un autre cœur identifiable. Je pense que l'évolution se fait en 5 étapes qui sont mêlées selon les rythmes. Première étape, déclin de l'Empire américain comme superpuissance dominante. Je crois qu'on y est. Deuxième étape, dans laquelle on est aussi, bataille pour savoir qui va remplacer l'Empire américain. Entre l'Empire américain qui va essayer, la Chine, peut-être l'Europe, qui vont tous essayer de garder le pouvoir autour d'une nation. Je crois que ça échouera un peu comme à la fin de l'Empire romain, disons au 5e siècle, parce qu'on peut le dater à ce moment-là de notre ère. C'était très lent, hein. Le déclin de l'Empire romain, ça met 4 siècles. Et donc, le déclin de l'Empire américain, ça va mettre du temps. Personne n'a remplacé l'Empire romain. Tout le monde est devenu romain d'une certaine façon, tout le monde est devenu chrétien, s'habillé comme les Romains, les soi-disant barbares étaient extrêmement civilisés, un petit peu comme aujourd'hui le monde entier est américain ou européen, parce que l'Amérique est une forme d'Europe particulière, mais il n'y a pas d'empire dominant. Et je crois que c'est cette troisième étape qui a commencé, où ce n'est pas une nation qui va dominer. Je ne crois pas du tout que la Chine remplacera les États-Unis dans cette crise. La Chine a énormément de difficultés, elle manque de transparence, elle a des problèmes internes considérables. On n'a jamais vu dans l'histoire une nation qui ne soit pas une quasi-démocratie ou laissant beaucoup de liberté de créativité et au moins à sa bourgeoisie devenir une nation dominante dans toutes les villes que j'ai citées. Donc, pour moi, aucun critère n'est rempli par la Chine. Et le dernier qui n'est pas rempli, c'est qu'elle n'a pas volonté. Elle n'a pas de volonté à dominer le monde. La Chine, c'est l'empire du milieu. Elle ne s'intéresse qu'à elle-même pour des tas de raisons culturelles de 5000 ans. Donc, je ne crois pas du tout que la Chine va remplacer les États-Unis d'aucune façon. Et en plus, son niveau de vie est aujourd'hui extrêmement bas. Donc, pour moi, ce qui est en train d'arriver, c'est le remplacement, comme à la fin de l'Empire romain, par une certaine forme de chaos. Mais ce chaos, pour moi, sera rempli par la domination du marché. La domination du marché, ça veut dire des entreprises. Et aujourd'hui, on le voit, c'est ce que j'appelle l'hyper-empire marchand, avec les grandes entreprises qui sont aujourd'hui assez détachées des nations, même si les États-Unis conservent le pouvoir. Et encore une fois, on va peut-être en dire un mot à l'instant. Mais la troisième étape pour moi, déclin de l'Empire américain, tentative d'une domination par une nation, domination par le marché, avec les entreprises qui tentent de prendre le pouvoir, mais à mon avis, ça ne marchera pas. Et la quatrième étape, c'est le chaos véritable.
le chaos parce que la crise climatique, la globalisation qui est simplement une globalisation des marchés, pas une globalisation des règles de droit, conduit au désastre. Et après, ou à la place de ce désastre, on peut imaginer un état de droit mondial qui assure une régulation. Est-ce qu'on réussira à le faire à la place du chaos ou après le chaos? Je n'en sais rien. Est-ce que le déclin de l'Empire américain est si garanti? Je n'en sais rien, parce que les États-Unis sont parfaitement capables de rebondir. Si les États-Unis disaient aujourd'hui, assez plaisanté, tout le monde se remet au travail, on organise une conversion de l'économie en économie de guerre, on donne tout le pouvoir aux militaires, chez nous, parce que les militaires, on l'a vu dans les différentes guerres, en particulier la Seconde Guerre mondiale, savent organiser une complexe militaro-industriel compétent. Ils nous ont commencé déjà à faire cette conversion. Nous, en Europe, on ne l'a pas fait. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pour des raisons qui sont communes à la Belgique et à la France, plus à la France d'ailleurs que la Belgique, c'est que dans la Seconde Guerre mondiale, on n'était pas une nation combattante, on était au service de l'occupant. Et donc, si on a fait la conversion de notre industrie, c'était au service des nazis, donc on ne s'en vante pas trop. Tandis que les Anglais ou les Américains ont vraiment organisé la conversion. Et aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est clair. Il faut dire qu'il y a les industries de la vie, ce que j'appelle l'économie de la vie, qui sont les secteurs santé, alimentation, hygiène, éducation, recherche, technologie, télécommunication, digital, créativité et recherche, culture, distribution, sécurité, qui sont les grands, et énergie propre. Tous ces secteurs-là sont les grands secteurs de l'avenir. Et il faut convertir notre économie vers ça. Il est possible que les États-Unis réussissent à se redresser ou retrouver leur sang-froid et sortent de la panique et de la pagaille actuelle pour mettre en marche un projet d'économie de la vie. Les Européens peuvent le faire aussi, s'ils cessent simplement dans la panique de financer tout et n'importe quoi, n'importe comment, comme on le fait aujourd'hui. Vous avez parlé de la démocratie. Nous sommes citoyens, tous individuellement, quand nous avons l'âge requis. Nous sommes citoyens de nations. Nous ne sommes pas citoyens de ces grandes entreprises que vous avez évoquées, qui dirigent le marché et qui souvent sont des banques. L'avenir, de la manière dont vous l'envisagez, ce sont les responsabilités. Responsabilité de nos dirigeants pour lesquels nous pouvons voter, responsabilité aussi de ces dirigeants de ces grandes entreprises. Ont-ils la conscience, premièrement, ont-ils la conscience de leurs responsabilités maintenant vis-à-vis de l'avenir des générations futures, et ont-ils, et comment est distribué entre eux les moyens de réaliser ce qui va derrière, c'est qu'il doit soutenir ses responsabilités? Non, ils ne l'ont pas. Et si on continue comme maintenant, on va sortir de cette crise avec une extraordinaire aggravation des inégalités au profit de ceux qui auront réussi à ramasser les plus faibles, et les plus faibles des entreprises, etc. Donc il est possible et vraisemblable qu'on sorte dans une situation pire, plus de dettes pour les pauvres, plus de capital pour les riches. C'est ça qui est le plus vraisemblable. On ne peut pas attendre que les dirigeants d'entreprises ou des nations soient volontairement meilleurs. Ce qu'il faut, c'est créer des mécanismes pour qu'ils le deviennent. C'est ce que j'appelle l'économie positive, c'est-à-dire faire en sorte que l'économie soit clairement mise au service des générations futures, que les États soient mis au service. Et pour ça, il faut que les dirigeants politiques et financiers soient véritablement, et des entreprises, contraints de travailler dans l'intérêt des générations futures. Comment les contraindre? Je ne sais pas trop comment les contraindre. Sinon que la meilleure façon pour moi de le faire, c'est de faire en sorte que le financement n'aille aux entreprises que s'ils travaillent dans l'intérêt des générations futures. Vous voyez, aujourd'hui, on arrose à l'infini toutes les entreprises, mais on ne leur pose pas la clé pour les faire survivre. C'est très bien, on doit le faire, parce que c'est une période de transition. Mais dans le moyen terme, c'est-à-dire dans 2, 3, 4 mois, je pense qu'il ne faudrait financer aucune entreprise qui ne dise pas ce qu'elle fait dans l'intérêt des générations futures. Et pour ça, ma fondation, comme d'autres, ont développé des indices qui mesurent la positivité des entreprises. On ne devrait pas financer une entreprise qui ne cherche pas à travailler dans l'intérêt des générations futures. Nous avons développé des indices pour ça, il y en a d'autres, et je rêve d'un moment où on demandera aux dirigeants politiques de convaincre sur leur programme en fonction, non pas de ce qu'ils font pour la semaine prochaine, mais ce qu'ils font pour les générations futures.
et où on dira aux entreprises, vous n'aurez pas de ressources en capital si vous ne prouvez pas que vous êtes utile pour les générations futures. Dernière question. On vous a posé récemment, dans un entretien de ce type-ci, la question du revenu universel de base, et vous avez dit, d'une certaine manière, nous l'avons déjà. Avec Vincent Burnon-Galpin, je défends plutôt la position d'étendre au maximum le type de gratuité que nous avons déjà connu, même s'il y a une certaine, on est en retraite de ce point de vue-là, pour la santé et l'éducation. Dans une perspective qui est la mienne d'avoir le sentiment que le travail, de manière générale, disparaît et qu'il faudra un jour ou l'autre séparer les revenus des personnes qui étaient des salariés du fait de travailler eux-mêmes, de pouvoir partager les ressources de notre terre plus le travail des machines, de le travailler entre nous. Comment voyez-vous cette évolution en particulier de l'avenir de ceux dont vous venez de souligner, qu'ils risquent d'être une fois de plus les premières victimes des crises? Ça dépend dans quel pays on parle. Dans les pays européens comme la Belgique ou la France, comme je le disais dans l'interview que vous mentionnez, le revenu universel il existe déjà. Ça s'appelle RMI, RSA, avec tout ce qu'on distribue. Presque personne n'est laissé au bord de la route. Alors évidemment, on peut discuter du montant, est-ce qu'il est suffisant ou pas suffisant, mais il y a un revenu universel. Il n'y en a pas dans les pays en développement. On pourrait imaginer de faire un revenu de base dans le monde entier qui soit déconnecté du travail. Ça me paraîtrait à la fois une bonne idée et une idée dangereuse. Une bonne idée parce qu'évidemment, il faut laisser personne mourir de faim. Une idée dangereuse pour deux raisons. La première, c'est que ça pourrait être une incitation à ne pas travailler s'il est trop élevé. C'est toujours la question du revenu minimum avec un effet de seuil qui fait qu'on n'a pas intérêt à travailler, donc il n'y aurait pas de création de richesse. Et deuxièmement, j'ai trouvé toujours suspect que, mis à part vous, cher Paul, et quelques autres, les partisans du revenu universel sont les plus riches. Du genre à dire, on va vous donner quelques miettes et vous allez nous laisser devenir très riches. Si le revenu universel permet simplement à quelques-uns de devenir des milliardaires en faisant taire l'immense majorité des autres, non, ce n'est pas le bon système. Par contre, un système qui assure un minimum, et en particulier en dehors de revenus, comme vous l'avez dit vous-même, une gratuité des biens essentiels, la santé, l'éducation, le logement, etc., qui doit être gratuit et non pas sous forme de revenus qui permet de le payer, oui, parce que ça permet à chacun de créer des conditions pour devenir soi, devenir lui-même, y compris par le travail. Je préfère donner des moyens de devenir soi qu'assurer un moyen de paresse institutionnelle. La plupart des gens qui vont regarder PJTV, cette petite vidéo, ne sont pas des décideurs. Est-ce que vous pouvez donner un conseil aux non-décideurs de quoi faire maintenant pour aller dans le sens de cette société que vous appelez de vos voeux? Mais d'abord de faire en sorte de le faire modestement chez eux. On peut s'intéresser aux générations futures en s'occupant de ses enfants, en les préparant à être en meilleure situation que nous-mêmes, en s'occupant de ses voisins, de son village, de sa ville, en votant, en se demandant ce que les banques font avec notre argent et en ne plaçant notre argent que dans des situations qui servent l'intérêt général et des générations futures, en n'achetant aucun produit de consommation sans vérifier que la façon dont il est produit, distribué est utile aux générations futures. Dans toutes les dimensions de notre vie, on peut agir et il le faut à chaque instant. Merci Jacques Attali d'avoir passé avec nous un petit temps à partager vos réflexions et votre vision de l'avenir. Merci beaucoup. Merci Paul, merci Vincent.